un Français sur 3. Oui, pour 33% des Français, la pratique d'une activité physique est la résolution numéro 1. Ça c'est bien. Mais selon ce rapport du gouvernement, aujourd'hui, seuls 5% des adultes ont une activité physique suffisante pour être protectrice. C'est un peu comme si on avait soit pas le temps, soit peur du sport. Et en fait, il y a plein de mythes autour du sport. La course à pied, c'est mauvais pour les genoux. Vrai. Ah, ça dépend. Verdadero. C'est ridicule. Parmi tout ce qu'on entend, il y a des choses complètement fausses, d'autres très vraies, et enfin d'autres où c'est pas encore très clair, ou en tout cas il y a des nuances. On fait le tri en se basant sur les meilleurs articles scientifiques du domaine. Et l'objectif, c'est pas du tout la performance, mais on va voir, c'est juste une question de santé. Après 10 mythes sur le sommeil, la mémoire, les addictions, voici 10 mythes sur le sport. Accrochez-vous, ça va être musclé. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Faire du sport en ville, c'est mauvais pour la santé. Je dirais que c'est faux. Vrai, parce qu'il y a la pollution. C'est faux. Ouais, quand même, attends, t'as la pollution et tout, c'est chaud. 5 mois. 3 mois. Non, 5. D'après le rapport annuel mondial sur la qualité de l'air, on gagnerait 5 mois d'espérance de vie si l'air n'était pas pollué. C'est-à-dire avec des concentrations en particules fines en dessous des normes fixées par l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, 5 mois, ça c'est la moyenne en France, parce que l'air est bien pire dans d'autres pays et dans d'autres villes. À Lima, au Pérou, c'est 2,3 ans d'espérance de vie qui pourraient être gagnés. 4 années et demie dans la région de l'Ouest au Cameroun, et même 11,9 ans à Delhi en Inde, la ville la plus polluée du monde. Alors que par exemple en Australie, c'est 0 mois qui pourrait être gagné, parce que tout simplement l'air du pays est déjà aux normes recommandées. Si on regarde maintenant la moyenne mondiale, c'est 2,3 ans qu'on perd à cause de cette concentration dans l'air de particules fines, les PM2,5 les plus dangereuses. C'est plus que le tabac, ou encore 2 fois plus que l'alcool et les accidents de transport réunis. Oui, les accidents d'avion ou de voiture, on en parle beaucoup parce qu'ils sont marquants, mais la pollution de l'air, même si invisible au quotidien, est plus mortelle. Les résultats sont tellement impressionnants que je vais peut-être faire une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Mais on n'a toujours pas répondu à la question, parce que le sport, c'est bon pour la santé, mais en même temps on respire plus d'air, de l'air pollué, donc on fait quoi? C'est exactement la question qui est posée par les chercheurs de cet article. Le titre: la pollution de l'air peut-elle annuler les bénéfices pour la santé du vélo et de la marche? Plus précisément, ils ont cherché à savoir jusqu'à combien d'heures d'activité on peut faire par jour, jusqu'à ce que les conséquences soient plus négatives que positives. Conclusion: à la concentration en ville moyenne de PM2,5, le point de basculement ne serait atteint qu'après 7 heures de vélo et 16 heures de marche par jour. Donc 7 heures et 16 heures, personne ne fait ça, donc on a de la marge. Et Dr Audrey de Nazel, une des chercheuses principales, explique que le sport est toujours bon, même pour des villes encore plus polluées que la moyenne. La bonne nouvelle, c'est que dans 99% des villes du monde, il est possible de faire du vélo jusqu'à 2 heures par jour, en toute sécurité. Et attention, elle précise bien, c'est parce que l'inactivité physique est un grand problème de santé publique, ce n'est pas parce que la pollution n'est pas néfaste. Et l'article, qui est très complet, précise aussi les co-bénéfices du vélo et de la marche. En ville, les changements de mode de transport permettraient non seulement d'améliorer la santé, mais aussi de réduire l'exposition à la pollution de l'ensemble de la population. Conclusion: la faible qualité de l'air, c'est un problème horrible, même si invisible, mais le sport est tellement important et bénéfique que, sauf événement extrême, les avantages dépassent d'assez loin les inconvénients, et ce, même en ville. Après 40 ans, c'est trop tard pour commencer à faire du sport. Faux. Complètement faux. Faux, carrément faux. Falso. Vrai ou C'est faux? comme la philosophie, on peut s'y mettre quand on veut. Voilà. Excellent. Cette étude a suivi 14 000 adultes pendant 12 ans. Leur âge, entre 40 et 80 ans. Entre 14 et 40 ans. Non, on veut savoir si c'est bien de s'y mettre plus tard, donc ils sont tous entre 40 et 80 ans. Les adultes et les seniors, y compris ceux qui souffrent de maladies cardiovasculaires et de cancer, peuvent bénéficier d'avantages substantiels en termes de longévité en devenant plus actifs physiquement. Et ce, quels que soient les niveaux d'activité physique antérieurs et les facteurs de risque établis. Et ils vont même plus loin au niveau de la population. Le fait d'atteindre et de maintenir au moins les recommandations minimales en termes d'activité physique permettrait d'éviter de 46% les décès liés à l'inactivité physique. C'est énorme. Énorme. 10 000 pas par jour, c'est ce qu'il faut pour être en bonne santé. Ah oui, c'est ce qu'il faut parce que marcher c'est essentiel. 10 000 pas. N'importe quoi. Verdadero. C'est le minimum, je dirais oui. C'est le minimum. Le minimum. Oui, c'est le minimum. Voici d'où vient la légende des 10 000 pas. On est au Japon en 1964. Les Jeux Olympiques se déroulent à Tokyo et l'entreprise Yamasa profite de l'événement pour sortir le Manpo Meter, un petit podomètre. À l'époque, les Japonais ne font que 5 000 pas en moyenne et l'entreprise décide que le bon objectif ce serait de doubler, donc atteindre les 10 000 pas. C'est vraiment à la louche.
La légende se propage, mais à partir des années 2000, on a quelques études qui sont réalisées sur le sujet, et surtout en 2022, on a la publication de cette méta-analyse qui porte sur 47 000 adultes au total. Les résultats, les voici. Le fait de faire plus de pas par jour est associé à un risque de mortalité plus faible. Bon, ça, ok. Pour les adultes de plus de 60 ans, le risque atteint un plateau à environ 6 000 à 8 000 pas par jour. C'est-à-dire qu'au-delà, il n'y a pas vraiment de bénéfices supplémentaires. Et pour les adultes plus jeunes, de moins de 60 ans, le plateau est atteint à environ 8 000 à 10 000 pas par jour. Donc mine de rien, on était en fait pas si loin avec ces 10 000 pas par jour. Bon, visiblement, ils ont eu un peu de chance avec leurs résultats à la louche, même si 8 000 ça aurait été plus précis, ça correspond à plus de gens en moyenne. Pour ceux qui comptent en kilomètres, 8 000 pas, c'est environ 6,5 km. Et pour être complet, la marche c'est nécessaire, mais pas suffisant, et on va le voir dans le prochain mythe d'ailleurs. La sédentarité, ça tue. Je dirais oui. Ouais, ça vieillit plus, mais ça tue pas, je pense. Ça te met en de moins bonnes conditions physiques, mais ça tue pas, je pense, non. Oui, je dirais que oui. Alors, qui est celui qui interviewe les personnes dans la rue pour ce mythe? C'est Emilien. Il travaille avec moi sur les recherches et l'écriture. Il a aussi sa propre chaîne YouTube, Sport Sobre, sur le sport et l'environnement. Allez vous abonner, bien sûr. On est sur le vélo, je pars en direction des interclubs d'athlétisme. Salut, alors le sport c'est un sujet qui me tient à cœur, donc aujourd'hui c'est moi qui vais vous présenter ce mythe sur les effets de la sédentarité. Alors notre corps c'est un peu comme une machine, et s'il fonctionne pas, eh ben il rouille. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. D'ailleurs, cet article montre bien. La sédentarité a de nombreux effets négatifs sur le corps humain, notamment une augmentation de la mortalité due aux maladies cardiovasculaires, au risque de cancer, au diabète, à l'hypertension, au cholestérol, aux troubles musculo-squelettiques, à la dépression et aux troubles cognitifs. La réduction des comportements sédentaires et l'augmentation de l'activité physique sont donc toutes les deux importantes pour la santé publique. Alors stop, pourquoi faire la différence entre ces deux choses? Avant de faire cette vidéo, je pensais que c'était pareil. On m'a dit un jour que j'étais un sportif sédentaire, mais j'ai pas compris. Il dit qu'il voit pas le rapport. Je croyais que c'était impossible, mais en fait si. Être sédentaire, c'est rester assis ou couché plus de 6 heures par jour. Sans compter quand on dort bien sûr. Je suis un gros pain au chocolat tout chaud. Et aujourd'hui, 95% de la population française adulte est sédentaire. Par contre, le manque d'activité physique, c'est le fait de faire moins de 30 minutes de sport par jour, au moins 5 jours dans la semaine. Donc on peut très bien faire du sport, mais être sédentaire. Et je suis dans cette case. Mais on peut aussi avoir un manque d'activité physique alors qu'on n'est pas forcément sédentaire. Et concernant les conséquences de l'inactivité physique, on a cet article qui a suivi 122 000 personnes pendant 13 ans. Et voici la conclusion du professeur Jaber. Le manque d'activité physique devrait être considéré comme un facteur de risque aussi important que l'hypertension, le diabète et le tabagisme, voire encore plus important. Voilà, c'est déjà tout pour moi, mais si vous voulez vous mettre à un nouveau sport, le prochain mythe peut vous être utile. La natation, c'est le meilleur sport pour la santé. Je dirais oui. Je valide. Alors pour le dos, ça, je sais que c'est pour le dos, ouais. Je dirais pas non. Non. Verdadero. Le meilleur, je sais pas, je pense que non. Cette étude a suivi plus de 8500 personnes pendant 25 ans. Le but, voir les différents bénéfices pour la santé de certains sports populaires. Et plus précisément, les chercheurs regardent l'augmentation de l'espérance de vie par rapport au groupe qui fait pas du tout de sport. Vous voulez les résultats ? Ils sont là. Pour ceux qui font du fitness, ils ont 1 an et demi d'espérance de vie en plus que les non-sportifs. Plus 3,1 pour ceux qui font de la musculation. Puis on a course à pied, natation, cyclisme, football, badminton. Et enfin, avec 9,7 années d'espérance de vie en plus par rapport au groupe de non-sportifs, le groupe des joueurs de tennis. Bon, les chercheurs précisent deux choses. Déjà, bien sûr, tous les sports n'ont pas pu être étudiés. Et aussi, ils ont bien contrôlé les facteurs de confusion. C'est-à-dire en comparant par exemple au même âge ou au même niveau de revenu pour s'assurer autant que possible que cette différence d'espérance de vie vient bien du sport et pas d'un autre facteur. Et leur conclusion, il est intéressant de noter que les sports où l'interaction sociale est la plus importante sont associés à la plus grande espérance de vie. Et c'est vrai que fitness, muscu, course, natation, vélo, on peut en faire tout seul. Pour le foot, badminton ou encore le tennis, c'est beaucoup plus dur. Alors il y a d'autres études sur le sujet, elles sont toutes en description bien sûr, mais les conclusions sont semblables. Les sports qui arrivent en tête sont plutôt les sports collectifs, avec peu de blessures engendrées, donc plutôt pas des sports de contact, et donc qu'on peut continuer à faire pendant longtemps. Le tennis et la plupart des sports de raquettes cochent toutes les cases, la danse aussi, et arrive d'ailleurs dans les hauteurs de certains autres classements, et l'article original rappelle quand même, toutes les formes d'activité physique étudiées ont été associées à une amélioration de l'espérance de vie. Absolument rien n'interdit d'en faire plusieurs, comme Bichente. Vous dites qu'il faut en faire 3 de sport. Il faut faire un sport d'endurance, un sport de gainage et un sport de souplesse. Et à partir de là, tu peux tout faire. Si je fais du sport, je peux manger ce que je veux. Non. Moi j'aurais tendance à dire un peu vrai quand même. Falso. Oh non. Non.
Pas du tout. Alors là, je dirais oui et non. On n'est pas des machines à un moment donné, il faut vivre, voilà. Après une journée de rando en forêt ou de rugby, est-ce qu'on peut vraiment se faire plaisir? Bon, niveau calories, plutôt oui. En fonction des sports, on dépense environ entre 300 et 800 kcal par heure, donc allez disons 500 en moyenne, qu'on peut récupérer en mangeant. C'est l'équivalent d'environ 2 parts de pizza. Donc ça, c'est juste si on regarde les calories, qui sont pas toutes équivalentes, bien sûr. Et si on veut avoir une meilleure récupération, ce qui est conseillé, c'est le trio eau, glucides, protéines, pour, dans les grandes lignes, se réhydrater, récupérer de l'énergie et réparer les fibres musculaires. Bon, après, on n'est pas obligé de tout optimiser, et même les pros s'autorisent de petits écarts. Les échecs, la pétanque et les jeux vidéo, c'est pas du sport. Bah non. Si, c'est du sport. Si, c'est du sport. Ouais, c'est du sport. La pétanque Explorer, mon pote. You know, la pétanque, il y a la pétanque, ouais, ça peut rentrer, et c'est le dernier qui me... C'est les jeux vidéo. Ouais, je suis un peu sceptique sur les jeux vidéo. C'est pas des vrais sports. Alors, ça c'est du sport, c'est sûr. Ça non, évidemment, mais alors, ça. Là c'est plus dur. Bon allez, vous savez quoi? Définition du Larousse. Sport. Exercice physique se présentant sous forme de jeu individuel ou collectif, donnant généralement lieu à une compétition, pratiquée en observant certaines règles précises. Ok, donc dans nos 3 cas, on coche bien les cases de jeu, compétition, règles précises. C'est vraiment l'exercice physique qui pose plus question. Est-ce qu'il faut regarder le nombre de calories dépensées par heure? Compliqué, parce que sinon on enlèverait les fléchettes, le billard, le bowling, bref, ce serait sans fin. C'est la porte ouverte à toutes tes fenêtres. Et en plus, d'après cette étude sur les échecs, on dépense environ 300 kcal par heure en jouant aux échecs, contre 100 au repos et 500 pour la course à pied. Donc même sur ce terrain-là, les échecs sont pas si ridicules. Et ça se comprend, on est déjà tous sortis d'un examen complètement lessivé parce qu'il fallait se concentrer pendant des heures. Pour les parties longues d'échecs ou d'e-sport, c'est à peu près pareil. Et d'ailleurs, le champion du monde Magnus Carlsen et son entraîneur l'ont bien compris. It's an endurance sport. Of course, you need to have a lot of endurance to get your mind to keep on working for that long. Depuis 1999, les échecs sont reconnus comme un sport par le comité international. Pour l'e-sport, c'est à peu près le même raisonnement qui est avancé, avec aussi le nombre de décisions par seconde qui est extrêmement élevé à haut niveau. Et c'est pour ça qu'on retrouve une section e-sport par exemple sur Eurosport, ou encore des articles d'échecs sur le site L'équipe. Et si vous trouvez que ça bouge pas assez, alors on peut toujours rajouter un round de boxe par-ci par-là et transformer ça en chessboxing. Alors, heureux? Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. La France, c'est pas un pays de sport. On est vraiment un pays de sport. Falso, creo. Je dirais non parce que comme ça. Je dirais faux. On n'est pas une nation de sport. On n'est pas du tout un pays de sport. Oui, la France n'est pas un pays de sport. Je suis désolé. La France, pas un pays de sport? Historiquement, on est quand même le 5e pays au monde au nombre de médailles olympiques, en additionnant JO d'été et d'hiver. Si on regarde maintenant le nombre de médailles par habitant, ce qui est peut-être plus logique, eh bien on est toujours bien classé, 27e, avec une médaille pour environ 78 000 habitants. Et comme pour absolument tous les classements entre pays, il y a toujours la Suisse et les pays nordiques qui sont tout au top. Et il y a le Liechtenstein qui est tout premier avec 10 médailles pour seulement 36 000 habitants. Et de manière générale, on voit que les pays les plus riches sont tous surreprésentés parce qu'ils ont plus d'infrastructures, de moyens notamment. Si on regarde les dépenses du gouvernement justement, en France, c'est 1% du PIB qui est dépensé dans le sport chaque année. Un peu plus que la moyenne de l'Union européenne avec 0,8% du PIB. Alors bien sûr, les dépenses, ça fait pas tout, il faut aussi une culture du sport. Et là, il y a peut-être un écart grandissant entre les performances sportives des pros d'une part et la population française en général qui n'a pas une activité physique suffisante. En fait, ça commence dès le plus jeune âge et c'est vraiment sur ce point précis qu'il y a la plus grosse demande de changement en France. Recruter aussi plus de profs de PS et puis valoriser un peu plus ce parcours. Les gens sont de plus en plus intéressés par les Jeux paralympiques. Vrai ou faux? Alors là, je crois pas. Non. Je dirais que vrai. Je pense pas. Verdadero. El estarlos visibilizando es algo que ha hecho que todos tengamos un poco más de conocimiento y por tanto un poco más de interés. Voici les premiers Jeux paralympiques. On est à Rome en 1960. Il y a seulement 8 sports, 23 pays, 400 participants.
Et depuis quelques années, même si c'est plus récent, l'intérêt monte en flèche. 1,9 milliard de téléspectateurs en cumulé à Athènes en 2004, 3,8 milliards à Pékin en 2008, ça a doublé en une édition et c'est l'année du plus gros changement. Et ça a continué d'augmenter avec 4,1 milliards à Rio en 2016, avec 159 pays représentés et plus de 4000 athlètes. De plus en plus de pays les diffusent parce que l'intérêt continue d'augmenter. Et ça peut se comprendre parce que les Jeux paralympiques, c'est un retour aux valeurs fondamentales du sport, comme l'inclusivité. On peut y découvrir des sports qu'on n'a peut-être jamais vus, des performances inédites. Et on aime souvent le sport pour les belles histoires qui s'écrivent sous nos yeux. Justement, le handisport est pratiqué par des personnes qui ont des parcours assez incroyables et souvent source d'inspiration. Bon, les Jeux Olympiques continuent de faire plus parler, mais depuis 2008, l'intérêt pour les Jeux Paralympiques a bien augmenté. Et ça peut être une rampe de lancement pour l'acceptabilité et la visibilité du handisport en général, que ce soit professionnel ou amateur. La course à pied, c'est mauvais pour les genoux. Vrai. Ah, ça dépend. Ceux qui s'y mettent du jour au lendemain, ouais, c'est très mauvais. Je suis mitigée. C'est ridicule. Verdadero. Cette méta-analyse fait la synthèse de 17 études sur un total de plus de 114 000 personnes étudiées. L'objectif, savoir si la course à pied provoque de l'arthrose. Et il regroupe même arthrose des genoux et des hanches. Les chercheurs analysent 3 groupes. Les personnes qui ne courent pas et les personnes qui courent. Alors, vous allez me dire, ça fait que 2 groupes, et vous avez tout à fait raison. Mais en fait, pour les coureurs, ils font la distinction entre ceux qui courent pour le loisir et les athlètes dont c'est le métier. Donc les pros engagés dans des compétitions internationales qui courent énormément depuis des années. Résultat, le pourcentage global d'arthrose du genou ou de la hanche est de 10,2% chez les non-coureurs, de 3,5% chez les coureurs de loisirs et de 13,3% chez les coureurs de compétition. Donc on a une sorte de courbe en U. Et pour s'assurer autant que possible que la différence vient bien de la course à pied et pas d'autre chose, ils ont fait aussi des comparaisons à âge égal ou encore pour le même poids, le même sexe, même charge de travail ou blessure antérieure équivalente. Et les résultats globaux ne changent pas, on a toujours cette même courbe en U. Bon, bien sûr, si vous avez une contre-indication spécifique par un médecin, n'allez pas courir. Mais en règle générale, la course à pied récréative est associée à des risques significativement plus faibles d'arthrose par rapport aux coureurs de compétition ou aux non-coureurs. Et bien sûr, vous pouvez envoyer cette vidéo si vous avez des proches qui s'inquiètent et qui disent « Tu cours trop, ça doit sûrement être mauvais pour les genoux ». Bon, sauf si vous êtes un pro, hein, là je peux rien pour vous. La bonne nouvelle à retenir pour cette vidéo sur le thème du sport, c'est que ce qui est bon pour la santé, c'est aussi, heureusement, ce qu'on aime faire. Il y a tellement de sports qu'on peut tous en trouver un qui nous correspond. Par exemple, un peu de danse, si possible à plusieurs, et c'est top. Il n'y a même pas besoin d'en faire 3 heures par jour. Et j'en profite aussi pour vous dire que je suis conférencier en sciences et en environnement. Donc pour une conférence, et ça peut être sur n'importe quel sujet qui a déjà été publié sur la chaîne, ou même plusieurs, eh bien écrivez-moi un mail, mon adresse est ici et en description. Chez Anatole, partagez, max d'abonnements, likez, critiquez. Ils ont besoin de ça aussi. Et on s'essaie des critiques pour avancer. Merci à vous les refs, ça fait plaisir. Hein. Merci à Loane pour son montage au top, à Emilien et Bastien qui m'ont aidé pour les recherches et l'écriture. Abonnez-vous à la chaîne d'Emilien qui est en description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas non plus. Pour 10 mythes sur les addictions, vous avez juste à cliquer ici. Et je vous dis à très bientôt.